Donc bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bienvenue au webinaire partie 2 sur réglementation, panel de solutions et les points de vigilance technique. Donc on va démarrer dès maintenant. N'oubliez pas, enfin vous en avez l'habitude je pense maintenant, vu le nombre de visio et de webinaires qu'il y a pu y avoir, mais il y a l'onglet questions-réponses en haut à droite. On répondra plutôt en fin de présentation. Le but, c'est qu'il y a à peu près 30 à 40 minutes en tout pour ce webinaire, avec les questions-réponses incluses. Donc n'hésitez pas à utiliser ce panneau de questions-réponses. Petit rappel très rapide de ce qu'est Evolsys. Donc j'ai créé Evolsys en 2016, ça fait donc 5 ans quasiment maintenant. Nous sommes 3 personnes et puis nous faisons principalement de la distribution, on fait aussi un peu du développement de produits. On fait principalement de la distribution avec Counterflow, donc qui est un fabricant qui est aux Pays-Bas. Et puis on est membre du collectif des acteurs du passif et du CD2E. Voilà, moi ça fait 15 ans que je travaille en énergie renouvelable et en énergie de récupération, donc je suis un convaincu. Et le but, c'est de vous convaincre vous aussi que la récupération d'énergie sur eau usée, quelle qu'elle soit, c'est un sujet à travailler. Donc d'abord, on va démarrer par un historique réglementaire et puis pour arriver aussi à ce qu'il en est aujourd'hui sur les différentes réglementations thermiques. Donc le but de cette frise, alors je pense que j'en avais plus fait depuis 15 ans, des belles frises comme ça, mais ça permet toujours d'illustrer le sujet. C'est pour vous faire un historique sur comment on en est arrivé aujourd'hui à la RE 2020 et à son intégration en dynamique à partir de janvier 2022. En fait, il y a eu l'association GERI qui avait été créée à l'origine par notamment Solenov, Gaia Green et puis EHTech. Donc ils avaient créé cette association pour justement travailler sur l'aspect réglementaire et pouvoir se faire connaître auprès des pouvoirs publics. Il y a un premier titre 5 qui était sorti en 2013, qui donc illustrait la RT 2012 et la RT existant. Les systèmes actifs, donc avec pompe à chaleur, ont également eu un premier titre 5 en 2014. Et un des gros changements pour nous, c'était la loi de transition énergétique en 2015, où les énergies de récupération in situ sont assimilables au même titre que les énergies renouvelables. Donc nous, on s'est appuyé vraiment sur ce texte-là de 2015 pour réussir, alors certes au bout de 2 ans, mais il faut toujours un peu de temps pour ce genre de choses, à sortir un nouveau titre 5 pour la RT 2012 et notamment de travailler encore durant 2 ans pour enfin être reconnu en tant qu'énergie renouvelable et avoir cette fameuse conversion en AEP-ENR dans la RT 2012. On a une fiche C2E aussi qui est sortie en 2019, donc une fiche C2E plutôt orientée tertiaire, on reviendra dessus après. On a eu donc le nouveau titre 5 en 2019. Les pompes à chaleur aussi ont eu un nouveau titre 5 en 2019. Et puis la récupération d'énergie sur eau usée a été intégrée à la PPE, donc c'est la programmation pluriannuelle en 2020. Donc on n'a pas d'objectifs chiffrés qui sont annoncés pour la récupération d'énergie, mais en tout cas elle apparaît dans cette PPE et on voit qu'on rentre vraiment dans le mix énergétique en fait français. C'est ça qui est plutôt important. On ne désespère pas que d'ici quelques années, on ait aussi un objectif de récupération d'énergie sur eau usée à atteindre dans le mix français. Et puis donc, 2021, les récupérateurs, bien sûr, passifs sont intégrés en dynamique. On va revenir dessus juste après. Donc aujourd'hui, en RT existant, on a un titre 5 qui est générique, c'est-à-dire que tous les récupérateurs passifs instantanés ont un titre 5 pour cette réglementation thermique. La seule chose, c'est qu'il faut passer un test au CSTB qui s'appelle le test RECADO. Ce test nous donne une efficacité et nous donne également un coefficient transitoire. Ce sont ces deux valeurs qui sont à rentrer, en plus de la surface, de la typologie, etc., dans cette feuille de RT existant, post-traitement. Et cette feuille nous sort un gain, qui est un gain sur la consommation d'énergie primaire en eau chaude sanitaire, en kWh énergie finale et en kWh EP par mètre carré chaude par an. En RT 2012, c'est un peu le même principe. On a bien une feuille de calcul en post-traitement, une feuille de calcul Excel, qui va nous donner ici aussi un gain sur la consommation d'énergie primaire de l'ECS. On a le kWh énergie finale et le kWh EP mètre carré chaude par an. Et la petite différence par rapport à la RT, c'est qu'ici, on a le fameux coefficient AEP-ENR qui est également valorisé et donc qui permet notamment pour les maisons individuelles d'avoir cette fameuse part d'ENR qui est atteinte et qui est en tout cas chiffrable. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on est sur un appoint gaz, alors je l'ai pris là volontairement, après j'ai détaillé sur 3-4 petits exemples, mais là si on prend un exemple de gaz, où l'énergie finale égale l'énergie primaire,
Avec des récupérateurs passifs, on va avoir un gain qui va se situer entre 3 et 8 kWh en général. On peut même monter à 15 kWh quand on est sur des bâtiments plutôt condensés de type résidence étudiante par exemple. Pour les récupérateurs actifs, donc c'est-à-dire avec pompe à chaleur, là on aura un gain de l'ordre de 10 à 15 kWh en général. Je vous ai pris un exemple de sortie de calcul réglementaire en RT 2012. Donc, je vous en ai fait 2 sur des maisons et 2 sur des bâtiments collectifs. Donc, la première maison, c'est une maison de 110 mètres carrés de SRT, donc assez traditionnelle. On sait que la moyenne, on est plutôt aux alentours de 95-100. Mais voilà, j'ai pris 110 mètres carrés de manière un peu arbitraire. Un système individualisé de récupération de type shower pipe et un appoint gaz. Et donc, on voit qu'on a un gain de 6,14 kWh EP par mètre carré shown par an. Pour atteindre cet objectif, on a investi 1 000 €. Vous voyez ici sur la droite le montant de l'investissement fourni posé. Et donc, le gain que l'on va obtenir rapporté à l'euro investi. Donc, ça va coûter 1,50 € du mètre carré par kilowattheure EP gagné. Donc, c'est une énergie qui est extrêmement compétitive, une énergie renouvelable qui est extrêmement compétitive. Si on prend cette même maison, mais ici non plus avec un appoint gaz, mais un appoint effet Joule, la principale différence, en fait, va se situer ici, sur l'économie générée par le récupérateur, où forcément, comme on est sur l'électricité, on a une valeur qui est supérieure. Mais les fameux 2,58, le coefficient de conversion, va directement jouer. C'est pour ça qu'on a donc ici 13,24 en kWh EP en économie générée, mais la contribution AEP-ENR, elle, n'est que de 5,13 kWh EP. Toujours la même chose, 1 000 € investis, et là on atteint quand même une performance assez intéressante de 70 centimes par mètre carré par kilowattheure EP gagné. Si on prend maintenant des logements collectifs. Donc logements collectifs, je vous ai pris 30 logements collectifs, c'est un peu la moyenne en région. Sur Paris, on est un peu plus haut, mais en région, c'est de l'ordre de 20 à 30 logements en collectif. Une SRT de 3000 m², c'est déjà des beaux logements, mais c'était pour éviter d'être trop gentil avec les solutions. Système individualisé de type shower pipe, ça signifie qu'on met un système qui est branché en mitigeur sur chaque logement. On aura ici, avec un appoint gaz, un gain de 5 kWh. Donc on voit toujours pareil la performance entre euros investis et le nombre de kilowattheures gagnés. Et le deuxième exemple, ici avec un système centralisé de type Evo Process, l'investissement est un peu plus faible pour un gain qui n'est pas si éloigné que ça. L'Evo Process, on y reviendra après, mais une technologie un peu différente, donc forcément ses performances sont un peu meilleures. Mais donc on voit quand même que les ratios pour la récupération de chaleur sur eau usée, notamment avec les systèmes passifs, est très très performant. Et de toute façon, nous c'est pas rare qu'on nous sollicite, même encore ce matin, j'ai été sollicité juste avant un dépôt de PC. Le constructeur se rend compte qu'ils sont limites pour déposer le PC. Ils viennent nous chercher en se disant pour pas très cher, je vais réussir à gagner les points qu'il me manque sur mon projet. On a vu la RT existant et la RT 2012. Donc, comment ça va se passer pour la RE 2020? Je pense que vous vous demandez tous. Alors, aujourd'hui, on n'a bien sûr pas toutes les réponses, comme tout le monde, mais on a quand même des premiers éléments. Les premiers éléments, c'est que, déjà, a priori, ce sera applicable en janvier 2022. Ce sera en dynamique dans les logiciels. Donc, vous n'aurez plus ce fameux post-traitement directement dans les logiciels type Pernod, Climawin, etc. Vous rentrerez les performances du système et puis vous aurez le résultat qui sortira. Les récupérateurs de chaleur passifs en fait, vont vous permettre de baisser le besoin en consommation d'énergie primaire non renouvelable, puisque ça va être un des objectifs principaux, ça va être d'avoir une certaine quantité de consommation d'énergie non renouvelable à ne pas dépasser. Donc forcément, si vous mettez un récupérateur de chaleur, vous limiterez le recours aux énergies non renouvelables. Donc vous rentrerez plus facilement dans les cases. Et une des grandes caractéristiques, c'est que entre la RT 2012 ou pour le poste ECS, pour faire simple, on avait un besoin de l'ordre de 25 kWh EP par mètre carré par an. Et en s'appuyant notamment sur le rapport de Caustic et de l'ADEME que je vous conseille vivement de lire, que ce soit en habitat individuel et collectif ou pour le tertiaire, ils ont décrété qu'il y aurait une baisse de l'ordre de 20% de la consommation, enfin 20% du besoin en eau chaude sanitaire. Donc on va réduire directement de 25 à environ 20 kWh EP le besoin de base. Si on met un récupérateur de chaleur sur eau usée, alors WWHR c'est la terminologie anglo-saxonne, on va dire c'est Wastewater Heat Recovery, désolé pour l'accent, on va gagner de 2 à 8 kWh EP, et puis on va compléter par de l'énergie non renouvelable pour atteindre ces 12 à 18 kWh manquants. Donc on voit en fait qu'en utilisant de la récupération de chaleur, entre de la RE 2020 et de la RT 2012, on va réduire de la moitié le besoin à base d'énergie non renouvelable. Donc c'est vraiment la principale évolution entre RT 2012 et RE 2020, cette évolution de consommation et ce fameux CEP non renouvelable.
Concernant les certificats d'économie d'énergie. Donc, on avait une première fiche de certificat d'économie d'énergie qui avait été sortie aux alentours de 2012-2013, mais qui stipulait qu'il fallait une valeur issue du test Recado. Mais le test Recado n'existait pas encore à l'époque, donc cette fiche n'avait jamais été utilisée. Donc forcément, elle avait été sortie à la campagne suivante par l'ADEME, qui estimait que comme la fiche n'avait pas été utilisée, il n'y avait pas lieu de la prolonger. Donc, entre-temps, on a réalisé une fiche orientée plutôt tertiaire, donc hôtellerie, établissement sportif, établissement de santé, terrain de camping, salon de coiffure et piscine. Pour vous donner deux exemples concrets, une piscine qui a 145 000 baigneurs par an en moyenne pourrait bénéficier, en mettant de la récupération de chaleur, de l'ordre de 6 500 € de C2E. Et un hôtel d'une centaine de chambres aura, lui, droit à environ 4 000 € de C2E. Donc on voit que ce sont des montants qui ne sont pas négligeables, qui couvrent une certaine part de l'investissement qui peut être réalisé. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui ne la connaissent assez peu. Nous-mêmes, on communique très très rarement dessus, et c'est sans doute à tort d'ailleurs. Mais vraiment, il y a un intérêt aujourd'hui en rénovation, puisque pour rappel, les C2E, c'est de la rénovation. Il y a vraiment intérêt à réfléchir et à se dire, bah tiens, on peut aller chercher du financement aussi par cette fiche-là. Nous sommes actuellement en train de relancer également une fiche C2E, là pour le logement individuel et collectif. On commence vraiment à avoir de la demande sur ce type de projet. Et notamment, là, il y a des grosses campagnes de rénovation via le Energy Sprong. Clairement, c'est un levier dont on veut se servir aussi pour pousser encore plus la récupération de chaleur sur eau usée. Et donc là, on le fait avec l'association Valeureux, qui regroupe les différents distributeurs ou fabricants en France de récupérateurs de chaleur sur eau usée. Donc, par rapport aux technologies maintenant, on va vous présenter un peu les différents panels de produits. Le but, c'est que vous vous rendiez compte un peu du nombre de produits qui existent aujourd'hui sur le marché. On n'est pas sur quelques produits par-ci par-là, on voit vraiment qu'il commence à y avoir une diversification. Et on a une solution à toutes les configurations aujourd'hui. Celui qui dit « je ne peux pas parce que ça ne fonctionne pas », c'est quasiment impossible. On a vraiment de quoi faire aujourd'hui de la récupération de chaleur dans tous les cas. On va d'abord commencer par les récupérateurs passifs individualisés, que j'ai appelé ici RPI pour faire plus simple. Dans la majorité des cas, ils vont traiter un seul logement. Dans quelques exceptions, notamment quand c'est du logement étudiant ou quand on a quelques douches collectives, on peut mettre un récupérateur passif individualisé pour 2 équipements ou 3 équipements. Mais globalement, on va partir du principe que ça ne traitera qu'un logement ou qu'une seule douche. Il y a différents types de récupérateurs. D'abord, il y a les récupérateurs de type concentrique. Ça veut dire que ce sont des récupérateurs verticaux. Vous voyez sur la droite, je vous en ai mis quelques-uns. Je vous ai pris une coupe du Showerpipe, donc le produit qu'on fait chez Evolsys. On a ici en bague intérieure un échangeur en cuivre, donc double paroi. Les petits trous que vous voyez ici, c'est juste parce qu'il y a 2 parois de cuivre l'une contre l'autre. C'est la réglementation européenne qui nous le demande. Et on a un extérieur en PVC pression. L'eau grise va circuler en fin film contre la paroi ici à l'intérieur, et l'eau froide va remonter entre le PVC pression et le cuivre. L'eau usée en descendant va transmettre son énergie au cuivre, et l'eau froide en remontant va capter cette énergie. Le Showerpipe ici en récupérateur concentrique, c'est le plus performant des récupérateurs de chaleur de type verticaux individuels, et on va dire de type simple, puisque certains ont aussi des types doubles. Voilà, donc on va dire sur un récupérateur simple, c'est-à-dire un seul tuyau d'échange, on arrive à 66% de rendement. On a donc PVC pression extérieure, cuivre double paroi, des entrées en 15-21 et un raccordement d'eau usée en 50 mm. Donc ça, c'est très classique. Et en termes d'encombrement, puisque ça, c'est quand même un sujet qui revient assez régulièrement, c'est un système qui va plutôt se mettre en gaine technique. Généralement, on va en fait doubler, on va venir se mettre en parallèle de la chute toute hauteur quand on est sur du logement collectif. Le système fait 63 mm de diamètre. Et ici, sur la partie la plus importante, l'endroit où on récupère vraiment, on collecte les eaux usées, là, il faut compter environ 150 mm au carré pour pouvoir placer le produit. Donc c'est un produit qui est très compact. Ce type de récupérateur, les types concentriques, sont les plus répandus. C'est eux qui ont été les premiers à arriver sur le marché. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près sur 75% de ce qui peut être vendu en France. C'est ce type de récupérateur. Quasiment le plus performant et le moins cher, donc forcément, c'est celui qui se retrouve sur le plus de projets. Et je vous l'annonce aujourd'hui, alors un peu en exclusivité, on a prévu de communiquer dessus dans les semaines à venir. La garantie du pipe va passer là à 10 ans. Donc ça veut dire que c'est des produits sur lesquels on a du recul. On a plus d'une vingtaine, une trentaine d'années de recul sur ce type de solution. Et donc on va pouvoir garantir 10 ans le système. Donc on est vraiment sur de la longévité et sur un risque en tout cas de mise en œuvre qui est extrêmement limité. Ensuite, nous avons les types drains.
donc caniveau, drain. Alors caniveau, c'est pas toujours très beau, mais le type drain. Donc là, en fait, ce sont vraiment des produits qui sont prévus pour les douches à l'italienne, exclusivement, donc les douches carrelées. Ça marche très très bien dans les gymnases, douches collectives. Vous avez ici, on a fait une coupe, donc les eaux usées qui vont s'écouler et qui, par débordement, vont aller alimenter un film d'eau grise qui va s'écouler sur le tuyau d'eau froide, qui va donc être préchauffé, et c'est de cette manière-là qu'on va préchauffer l'eau froide. Chez Volsys, on a donc ce produit qui s'appelle le Shower Drain. Il fait 80 cm de long et environ une vingtaine de centimètres de large. Tout est en inox de notre côté, avec un échangeur toujours pareil en cuivre, double paroi. Là, les performances sont de l'ordre de 36% en branchement mixte. On avait vu les branchements la semaine dernière. Si jamais vous avez raté le premier webinaire, n'hésitez pas à le voir en replay. Il se trouve sur le site dans la rubrique Actualité de chez Volsys. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit classique et qui fonctionne très très bien. Nous avons ensuite les systèmes, on va dire, à écoulement de type tubulaire, donc toujours des récupérateurs passifs individuels. Donc là, on a un échangeur en cuivre. Vous voyez, on le voit ici. Alors là, c'est une coupe pour montrer un peu comment ça se passe. On a un flux d'eau grise qui va aller dans un sens et on a le flux eau froide qui va aller dans l'autre sens. Vous avez deux autres produits, enfin vous avez trois produits ici. C'est peut-être pas exhaustif, mais vous avez quand même trois produits différents qui travaillent sur le même principe. Chez Volsys, on a le système EvoBox qui fait ce travail. Rendement d'environ 43%. L'intérêt de ces systèmes-là, clairement, c'est d'être mis soit sous une baignoire. Quand on a une douche, par exemple, au rez-de-chaussée, on va pouvoir le mettre en sous-face de dalle. Ça veut dire que vous allez avoir votre douche, votre dalle de rez-de-chaussée, et vous allez venir vous mettre juste en dessous. Et donc, le système va être dans la continuité de l'évacuation d'eau usée, et vous allez récupérer l'énergie des eaux usées. Pareil, c'est un système qui est plutôt très abordable. En prix public, c'est aux alentours de 700, un peu plus de 700 € hors taxe. Donc c'est un système qui est très abordable, qui est complètement indépendant de votre douche, etc., de la douche qui peut être installée. Donc on va être sur des longues durées. L'avant-dernier principe, ça va être des écoulements de type tubulaire aussi, mais par contre avec montée en charge. Alors là, j'ai pas mis de photo volontairement, parce que clairement, c'est des solutions qui nous questionnent beaucoup chez Volsys. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une rétention, une montée en charge du tuyau d'évacuation et une montée en charge des eaux grises, il faut toujours avoir en tête que les eaux grises sont des eaux chargées et que le but, c'est d'avoir un rendement qui va être là dans la durée avec le moins de maintenance possible. Il est évident que si on fait une montée en charge, le risque, c'est d'avoir de la sédimentation et donc d'avoir au mieux une performance qui baisse et au pire d'avoir un encrassement trop important qui gênerait vraiment le flux d'évacuation d'eau usée. Donc très très attention à ce type d'échangeur. On a également les récupérateurs de chaleur avec un échange à plat. Donc vous en avez différents types. Là, on va généralement avoir un écoulement des eaux grises sur un échangeur. Vous voyez ici, on a le système EvoSlim. Donc ça, c'est le système que l'on fait chez Volsys. Rendement environ aussi 36%. Donc là, c'est un receveur de douche classique en résine qui fait 3 cm d'épaisseur. À peu près la taille que vous souhaitez. On a un échangeur de chaleur inox qui se trouve ici au bout, un inox 316. Vos eaux usées vont s'écouler. Elles vont s'écouler sur cet échangeur avant de rejoindre le siphon. L'eau froide rentre ici, elle passe dans l'échangeur et elle ressort préchauffée. Donc vraiment un système très très simple. Forcément, ses performances sont un peu moins bonnes qu'un système de type vertical, puisque les flux sont moins bien canalisés, mais on arrive quand même sur de l'ordre de 1/3 de récupération d'énergie. Et sur ce système-là, on a également une garantie qui est de l'ordre de 5 ans. Enfin, dernier type d'échangeur, nous avons les échangeurs récupérateurs de chaleur de type à plaque. Alors aujourd'hui, il n'y a qu'un seul récupérateur de chaleur à plaque, c'est EHTech qui le fait. La grosse difficulté, toujours pareil, on est sur de l'eau chargée, et sur un échangeur à plaque, vous avez un diamètre de passage qui est plutôt limité, donc hors de question de le faire sans maintenance automatisée, c'est ce qu'a fait EHTech, mais aujourd'hui ce sont les seuls, à ma connaissance, qui le font, et c'est vraiment un produit très spécifique. L'intérêt de cet échangeur à plaque, c'est d'avoir des rendements qui peuvent monter à 80%. Donc on arrive à des rendements très élevés, mais il faut savoir gérer cet aspect nettoyage et maintenance automatique. On va passer aux récupérateurs passifs centralisés. Les récupérateurs centralisés, l'intérêt c'est qu'on met un seul système en bas d'un bâtiment collectif, donc plus simple à entretenir et généralement moins cher que des systèmes individualisés. Mais on va récupérer de l'ordre de 2 fois moins d'énergie que des récupérateurs individualisés. Le premier, donc, c'est le SPX, il a un rendement de l'ordre de 50%. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il aura des pertes plus importantes en amont que des systèmes individualisés.
Les récupérateurs passifs centralisés vont toujours avoir de l'eau froide qui rentre en bas du système et ils vont préchauffer cette eau qui va alimenter la pointe. Quel que soit le récupérateur centralisé, on est sur le même principe. Le second système, c'est le système EvoProcess, ici aussi sur base d'échangeurs à plaques. Le rendement est de l'ordre de 54%. L'intérêt, c'est qu'il a une hauteur plutôt contenue. On reviendra après sur les contraintes techniques, juste après. Donc système qui est plutôt très compact et qui va savoir traiter généralement de l'eau de renouvellement de bassin dans les piscines. Quand il y a des logements collectifs, ça fonctionne plutôt bien et avec des bonnes performances, et ainsi qu'une GTB, GTC qui est déjà intégrée au système. Les récupérateurs actifs centralisés, donc ici, c'est-à-dire les pompes à chaleur, qui vont, eux, traiter l'ensemble des eaux ménagères, qui ont soit un filtre, soit un système de nettoyage de la cuve eau grise. Ils vont avoir un stockage côté eau usée et côté eau propre. Ils nécessitent environ 15 mètres carrés et ils ont un coefficient de performance de 3,5 à 6. Alors, le coefficient de performance, pour rappel, vous rentrez 1 kWh électrique, ça vous fournit de 3,5 à 6 kWh thermique. C'est vraiment ce que ça amène en termes de performance et de duplication, on va dire, de l'énergie. Et enfin, les récupérateurs actifs centralisés. Donc là, on est vraiment à l'échelle du quartier. Ça va traiter toutes les eaux usées. Pour rappel, ça va récupérer de 2 à 5 degrés. Et on va aussi mettre les eaux usées là au profit d'une pompe à chaleur. Mais par contre, c'est vraiment, en général, c'est de l'ordre de 10 000 habitants. Le système de degrés bleus, c'était pour de l'ordre de 10 000 habitants. Donc on est vraiment à une échelle complètement différente. Les contraintes techniques, on va finir le webinaire sur ça avant les questions-réponses. La première contrainte, c'est la séparation des réseaux. Cette contrainte n'existe quasiment pas pour les systèmes individuels, hormis pour les récupérateurs verticaux, où parfois on va se mettre en parallèle de la chute toute hauteur. Mais sinon, les systèmes individuels, généralement, intègrent directement la douche ou dessous de la douche. Pour les récupérateurs passifs centralisés, il faut en théorie 3 réseaux. Un réseau au van, un réseau pour les eaux ménagères, donc la cuisine, et un réseau pour la salle de bain. Potentiellement, on peut regrouper les eaux ménagères et la salle de bain, mais ça nécessite de mettre un filtre en amont. Qui dit filtre sur les eaux usées, demande de la maintenance supplémentaire. Et enfin, pour les récupérateurs avec PAC, là, vous n'aurez besoin que de 2 réseaux, un réseau au van et un réseau eaux ménagères et salle de bain. Les récupérateurs, généralement avec pompe à chaleur, savent traiter les 2 types d'eau. La seconde contrainte, qui n'est pas négligeable quand on est en centralisé, ça va être de récupérer toutes les eaux pour bien en un point de l'ensemble. Le but, c'est d'éviter de multiplier le nombre de récupérateurs. Donc, c'est forcément une production collective et il faut pouvoir centraliser toutes les eaux. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des questions de fil d'eau, etc. à gérer. La troisième contrainte, quand on est en centralisé, c'est de calorifuger les collecteurs quand on est vraiment en bas d'immeuble pour conserver au maximum les calories. Il faut un calorifuge de classe 2. Quand je dis collecteur, ce ne sont donc pas les chutes qui sont ici. Les chutes ne sont pas à calorifuger. C'est vraiment le collecteur central, sachant que la déperdition se fait principalement au niveau des réseaux horizontaux et non pas verticaux. Et enfin, la dernière contrainte, ça va être l'encombrement qui peut être variable et la hauteur disponible. Donc les solutions individualisées en général sont sans contrainte, hormis, je vous dis, d'avoir une place pour un récupérateur vertical en gaine technique quand on est sur un récupérateur individuel vertical. Les solutions avec PAC ont besoin de l'ordre de 15 à 20 mètres carrés et d'une certaine hauteur, puisque vous avez des ballons, vous avez des cuves, etc. Donc, il y a besoin d'une certaine hauteur. Les solutions centralisées passives, également de type grappe, ont besoin d'une grande hauteur. Le SPX, pour vous donner un ordre d'idée, on peut monter jusqu'à 2,70 m de hauteur pour le système. Ce n'est pas donné partout. Donc ça, c'est à prendre en compte, notamment pour les fils d'eau. Le système EvoProcess, quant à lui, est assez bas. Il fait 80 cm de hauteur. Donc là, généralement, on n'a pas du tout de souci d'intégration dans les sous-sols. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà, écoutez, j'ai essayé d'accélérer un peu sur les contraintes techniques derrière. Vous avez peut-être des questions. J'espère que vous en avez appris plus, en tout cas sur la récupération d'énergie. On a essayé d'être assez factuel, de ne pas aller trop dans le détail non plus. Il y a beaucoup d'autres choses potentiellement sur lesquelles on peut discuter. Donc n'hésitez pas, on sera disponible pour vous. Comment nettoyer le shower pipe? Alors le shower pipe potentiellement n'a pas à être nettoyé. En fait, ce qui va se passer, c'est que sur les premiers mois, on a un biofilm qui va se créer. Donc, c'est-à-dire le fait que les eaux usées un peu sales passent, on va avoir quelques microns de saleté qui va se mettre, mais ensuite, ça ne va plus trop bouger. Donc, quand c'est des projets collectifs, le nettoyage n'est pas forcément nécessaire. Quand ce sont des projets individuels, là, parfois, on dit de passer une fois par an un écouvillon, un furet, mais surtout à poil doux. On peut le faire dans le système, ça va permettre de repartir à zéro, entre guillemets, et de remettre une performance maximum. Mais c'est vraiment pas obligatoire.
Le fabricant, par exemple, ne préconise pas ce type d'intervention. C'est du plus quand on peut le faire, mais ça ne doit vraiment pas être une contrainte, notamment sur du logement collectif. Quel est l'ordre de prix pour un shower pipe? Alors, l'ordre de prix pour un shower pipe, en prix public, c'est de l'ordre de 710 €. Donc après, forcément, ça c'est pour un système. Selon la taille des projets, ça peut évoluer un petit peu, mais c'est l'ordre de prix. Peut-on facilement démonter les différents systèmes pour l'entretien? Alors, je vais essayer de faire un peu dans l'ordre. Le système de type drain, ça s'entretient comme un drain classique, c'est-à-dire qu'on enlève la grille supérieure. Voilà, on va enlever en fait cette partie-là, qui s'enlève tout simplement avec des crochets, comme pour tout drain classique. Et on a un accès comme ça directement à la partie échangeur. Donc on va nettoyer les cheveux. Donc ça se fait directement depuis la douche. Le pipe, on en a parlé. EvoBox, il n'y a pas d'entretien particulier. Nous, on conseille de faire couler de l'eau très chaude environ pendant 1 à 2 minutes, tous les 2 mois, pour éventuellement dissoudre les graisses qui auraient pu se former. Et puis pour le système EvoSlim, donc il y a ici le siphon qu'on ne voit pas, mais il y a un siphon. Donc siphon, on enlève les cheveux comme un siphon classique. Et sur la partie échange, on le nettoie comme sa douche. Donc c'est une éponge avec du savon doux. On évite bien sûr tous les produits, quels que soient les récupérateurs de chaleur d'ailleurs, que ce soit chez nous ou chez les autres. On évite tout type de produits à base d'acide ou de soude. Faut vraiment le limiter au maximum. Après, si ça arrive, c'est pas trop gênant. Mais le but, c'est d'éviter la récurrence de l'utilisation de ce type de produit. Pouvez-vous juste présenter les RCP, c'était rapide? Je pense que c'était pour les récupérateurs de type SPX et type EvoProcess. Alors, le récupérateur SPX, on le voit ici, c'est fait sur base de shower pipe. On a un répartiteur ici. Le but, en fait, ça va être d'amener les eaux grises en partie haute. Et puis, on va faire arriver par débordement dans chaque pipe les eaux usées. Ici, en bas, on va faire entrer l'eau froide. Alors, on ne le voit pas très bien, mais il y a une petite connexion bleue ici. On fait rentrer l'eau froide en bas et elle va remonter le tuyau comme sur des pipes classiques. On va ressortir en eau préchauffée. On a fait une boucle de Tickelman sans entrer trop dans les détails, mais pour qu'il y ait un équilibrage à peu près naturel, même si ça ne peut pas être parfait. Et le but, c'est qu'on ait le même débit qui passe dans chaque système. Ici, sur la gauche, on a une vanne. Pourquoi on a une vanne? Parce qu'on a fait le choix d'aller par débordement dans les pipes pour avoir une meilleure répartition des eaux usées. Et ça va entraîner potentiellement un dépôt d'eau usée, des dépôts dans le répartiteur. Donc, de manière périodique, on va ouvrir cette vanne et les eaux usées, le restant des eaux usées et des dépôts va venir s'écouler ici directement dans l'évacuation en bas du système. Donc voilà, quand c'est sur des piscines, il y a toujours un mainteneur sur place, par exemple, donc ça se fait plutôt très bien. Voilà, donc le système est plutôt très simple d'utilisation et à mettre en œuvre. Sur le système EvoProcess, on a ici l'échangeur à plaques. Ici, ce sont des vannes motorisées. Et là, on a un boîtier électrique donc, qui est pré-câblé, sur lequel on a également maintenant un écran de contrôle et de suivi des performances. Les eaux usées vont rentrer ici, d'accord? On va passer 54 litres minutes environ dans le système, en max. Le reste irait par trop plein rejoindre le réseau. On va passer dans l'échangeur, on fait rentrer l'eau froide ici, elle ressort préchauffée. Et puis, donc, comme je vous disais, il y a des vannes motorisées. Ces vannes vont en fait servir à réaliser un nettoyage à contre-courant de l'échangeur à plaques. Donc ça, c'est un système qui est breveté et qui fonctionne plutôt très bien. Je vous dis, renouvellement d'eau de bassin. Le projet qu'on a fait chez Tank Service à Saint-Paul-sur-Mer, un projet industriel, on l'a fait aussi avec à peu près ce système-là, un peu un dérivé, mais c'est exactement le même principe. Pour les étudiants, pouvons-nous envisager un système pour 2 chambres? Si oui, quel est le lien en CEP? Oui, tout à fait. Pour les chambres d'étudiants, on le fait souvent. On peut même, si le débit des douches est réduit, c'est-à-dire que si on n'est pas sur des douches à 10 ou 12 litres minutes, si on est sur des douches qui sont de l'ordre de 6 litres minutes, on peut aller jusque peut-être 3 voire 4 douches. Ça, après, c'est en discussion avec le maître d'ouvrage ou le bureau d'études. Mais effectivement, 2 chambres, ça se fait très bien en logement étudiant. On peut peut-être aller jusque 4 selon les cas. Et en termes de gains en CEP, comme on est sur quelque chose de très concentré, de tête, les derniers projets sortis sur du réseau de chaleur, on devait être de l'ordre de 15 à 17 kWh EP par mètre carré gagné. C'est très performant sur le CEP et c'est quand même la plus grosse consommation de la résidence étudiante. Souvent, c'est l'eau chaude sanitaire. Donc ça impacte vraiment le résultat en positif. Quelle hauteur devons-nous prévoir en termes de décaissé dans la dalle pour ne pas avoir de ressaut avec EvoSlim? Alors EvoSlim fait 30 mm d'épaisseur, donc 3 cm. Donc s'il est posé directement par exemple sur votre dalle et qu'ensuite vous avez colle et carrelage, on peut estimer qu'on arrive déjà quasiment à la hauteur du receveur EvoSlim. Donc après, ça dépend l'habillage qui va être fait dans la salle de bain.
Donc c'est dur de vous donner un chiffre comme ça, mais en tout cas, effectivement, EvoSlim fait 30 mm, et ensuite vous avez la partie siphon, qui, de tête, le siphon que l'on fournit fait 65 mm de hauteur, si je ne me trompe pas. Voilà, bah écoutez, a priori, c'était la dernière question. On avait dit 30-40 minutes, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On mettra le lien pour ceux qui seraient arrivés en cours de route. On vous enverra le lien, bien sûr, de cette session. Et je vous souhaite une excellente soirée. Vous allez quitter un Jean pour en retrouver peut-être un autre. Vous allez tous courir écouter Jean Castex, peut-être pour savoir ce qui vous attend pour les prochaines semaines. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Merci encore d'avoir participé. Et surtout, pensez à la récupération d'énergie sur eau usée. Voilà, bonne soirée à tous.